L'année 2023 risque d'être l'année d'un bien triste record pour les États-Unis. En effet, il y a déjà eu plus de 400 fusillades depuis le début de l'année et surtout 36 tueries de masse. D'après le FBI, la définition d'une tuerie de masse, c'est un incident où au moins 4 personnes sont tuées, sans compter le tueur, sur 24 heures. Malheureusement, un nouveau fait de ce type vient d'arriver aux États-Unis. C'était le 25 octobre 2023 dans l'état du Maine, dans la ville de Lewiston. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire un résumé de l'affaire, de sa chronologie, et on passera un peu plus de temps à parler de Robert Card, qui est l'auteur de cette tuerie de masse. On essaiera d'en savoir un peu plus sur sa personnalité et sur qui il était jusqu'au moment des faits. L'État du Maine est situé au nord-est des États-Unis, c'est un État frontalier avec le Canada. C'est l'un des États les moins peuplés des États-Unis, avec seulement 1 300 000 habitants. Le Maine est globalement l'un des États américains où proportionnellement il y a le moins de morts par arme à feu par an. Et la plupart des morts par arme à feu dans cette région, c'est-à-dire presque 90%, sont des suicides. Donc c'est un État où habituellement il n'y a pas ce genre de problème, et c'est un État dans lequel il fait plutôt bon vivre de manière générale. C'est un État qui est classé 24e sur 50, notamment grâce à ses paysages côtiers qui sont tout simplement magnifiques et qui alternent entre côtes rocheuses parsemées de phares, îles de granit et forêts d'épicéas. La ville de Lewiston est la deuxième ville de l'État en termes de nombre d'habitants. C'est une ville d'ordinaire plutôt calme, la plupart des habitants des environs vivent de l'agriculture et de la pêche. Bref, vous l'aurez compris, c'est une petite ville américaine dont on entend rarement parler. Jusqu'à cette tristement fameuse soirée du 25 octobre 2023. Les événements se passent juste avant 19 h et ce qui est assez rare avec ce genre de fait, c'est qu'ils se déroulent dans deux endroits différents. Deux endroits séparés par quand même 10 minutes de route en voiture. D'un côté, nous avons un bowling, le Spare Time Recreation, et d'un autre côté, le Chemengees Bar and Grill, qui était un endroit assez fréquenté par la communauté locale. C'était au final un assez grand bar où les gens venaient pour se réunir autour d'un cocktail, d'une bière, d'un repas ou de différents jeux. Ce soir-là, le 25 octobre 2023, s'y tenait d'ailleurs un championnat de cornhole. Le cornhole, c'est un jeu qu'on ne connaît pas très bien en France, mais c'est un jeu où il faut tout simplement lancer des petits sacs sur une planche qui contient un trou, le but étant tout simplement de mettre le petit sac dans le trou. Ce soir-là, le bar est plein à craquer, encore plus que d'habitude, il est rempli d'habitués, de familles, de personnalités locales et de personnes âgées qui passaient jusqu'ici un bon moment et qui étaient vraiment loin de s'imaginer que d'ici quelques instants leur vie allait basculer. En effet, un tout petit peu avant 19 h, Robert Card, armé de son fusil AR-10 tirant des munitions de calibre 308, allait malheureusement rentrer dans ces deux lieux pour tout simplement abattre un maximum de personnes. Cette soirée-là, il allait blesser 13 personnes et en abattre 18. Ces victimes n'ont eu pour seul tort que de croiser le chemin de Robert Card. Les victimes sont de tout âge, de tout type, n'ont aucun lien avec Robert Card et sont très majoritairement des hommes. L'alerte est relativement rapidement donnée à la police par les personnes sur place, mais aussi par les personnes de l'extérieur qui forcément ont entendu les coups de feu. Il est assez rapidement identifié par la police puisqu'il a agi sans utiliser de masque et sans chercher tout simplement à cacher son identité. Et il a même utilisé ce soir-là son propre véhicule pour se rendre sur le lieu de ces crimes. Grâce aux caméras de surveillance et grâce à l'historique des appels des différentes victimes et des témoins, on sait qu'il a commencé son parcours sanglant par le bowling, duquel les premiers appels au secours ont été émis à 6h56 avant de se diriger vers le bar où les premiers appels au secours ont été émis vers 7h08. Sachant que 10 minutes et à peu près 6 km séparent ces deux lieux, on peut savoir qu'il n'a passé que très peu de temps sur chacun de ces lieux. La police arriva aux alentours de 7h13 au bar, soit seulement 5 minutes après les premiers appels, ce qui est quand même très rapide, mais Robert Card était déjà reparti avec son véhicule. La police et les autorités locales ont donc imposé un couvre-feu sur la région dans les jours qui ont suivi pour éviter un potentiel troisième lieu et une troisième fusillade impliquant ce Robert Card. Ce soir-là, à 9h56, le véhicule de Robert Card fut localisé dans la ville de Lisbon Falls, à environ 20 km de Lewiston, la ville où se sont déroulés les faits. Après 2 jours de recherche dans la région de Lisbon Falls, son corps est retrouvé sans vie, il se serait suicidé, et c'est à partir de ce moment-là, donc 2 jours après les faits, vendredi, qu'on a commencé à apprendre beaucoup plus de choses sur Robert Card. Robert Card avait 40 ans, il était issu de la ville de Bowdoin, qui est juste à côté de Lewiston, dans le Maine, et vivait donc à proximité des lieux où il a commis ses crimes. Même si en se suicidant, il a emporté avec lui la plupart de ses secrets et de ses motivations et différents mobiles pour en venir à ses crimes, il y a quand même pas mal de choses intéressantes que l'on peut apprendre à son sujet. Déjà, Robert Card était un militaire réserviste. C'était
c'est-à-dire qu'il n'était pas militaire de profession, mais qu'il avait souhaité volontairement se faire former par l'armée pour éventuellement un jour être appelé en tant que citoyen à participer à des opérations militaires, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur. Il était réserviste depuis 2002, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre la volonté d'être formé et une quelconque préméditation des faits, et même si dans un premier temps les médias ont indiqué que Robert Card était un instructeur en armes à feu au sein de l'armée, on a vite la confirmation que ce n'était pas le cas. Il était en fait un Petroleum Supply Specialist dont le rôle au sein de l'armée est de s'assurer qu'il y a assez de carburant pour mener telle ou telle opération, pour ravitailler telle ou telle base et de gérer ce stock de carburant et de l'acheminer au bon point de distribution. Il n'a jamais eu de rôle de combattant au sein de l'armée, mais il avait quand même reçu quelques médailles, comme celle de la défense nationale ou celle pour service humanitaire rendu. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'apprendre que Robert Card était connu pour avoir montré des signes de maladie mentale. Il entendait des voix par exemple, il avait même été placé en hôpital psychiatrique pendant 2 semaines cet été et avait menacé quelques temps avant de faire une tuerie de masse dans la base militaire de Saco. Depuis plusieurs mois déjà, ces symptômes semblaient s'être intensifiés, de nombreuses personnes ont indiqué que ces derniers temps il avait un comportement vraiment erratique, qu'il semblait parfois déconnecté de la réalité, et plusieurs spécialistes disent maintenant que ces symptômes auraient pu totalement coller avec la maladie de la schizophrénie. Ce qui reste assez mystérieux et ce qu'on apprendra peut-être d'ici quelques jours, c'est le mobile et la motivation de Robert Card à se lancer dans cette tuerie. Nous savons qu'une note a été trouvée chez lui qui pourrait s'apparenter à une lettre de suicide, une lettre qu'il a adressée à son fils pour lui expliquer certaines choses, mais pour l'instant le contenu de cette lettre n'a pas été publié. On ne sait pour l'instant pas avec une grande précision ce qui l'a poussé à faire tout ça, mais on sait quand même que depuis 2007, plusieurs événements, notamment le divorce de Robert Card, l'avaient enfoncé petit à petit dans la solitude et dans la maladie. En plus de ses symptômes de maladie psychiatrique, depuis quelques temps, il semblait souffrir d'une surdité. Il avait commencé même à utiliser certains appareils pour mieux entendre. Et même si pour l'instant le lien n'est pas très clair, on sait que ce soir-là, dans le bar grill, le tournoi de cornhole décrit précédemment était tenu et organisé par des membres de la communauté des sourds du Maine. Peut-être qu'un jour la note qu'il a adressée à son fils sera rendue publique, pour l'instant nous n'en savons rien. Toujours est-il que cette tuerie du masse aurait peut-être pu être évitée si les différents services américains avaient mieux communiqué, que ce soit les symptômes de maladie psychiatrique ou que ce soit le fait de menacer une base militaire. De tuerie de masse, il y avait quand même quelques signes annonciateurs. Il faut savoir que l'état du Maine est un des états les plus laxistes des États-Unis en ce qui concerne la possession et l'achat d'armes à feu. C'est un des états américains qui n'a pas le système de red flag, il a seulement un système de yellow flag. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les états où le red flag est appliqué, lorsqu'une personne est suspectée de vouloir se faire du mal à elle-même ou de vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre avec une arme à feu, elle a le red flag, c'est-à-dire que la police et l'État est autorisé à lui interdire la vente d'armes à feu et même à récupérer les armes qui sont déjà en sa possession temporairement jusqu'à ce qu'une enquête soit menée sur les motivations de la personne pour savoir si elle peut récupérer ou pas ses armes à feu. L'État du Maine n'a pas de red flag, mais il a le yellow flag. Le yellow flag ne fonctionne pas via la police et via les différents services étatiques, mais fonctionne via la famille. En fait, quand quelqu'un de la famille se rend compte qu'une personne veut se faire du mal ou veut faire du mal à quelqu'un d'autre via une arme à feu, elle peut elle-même contacter la police et l'État pour signaler cette personne. Le problème dans ce genre de cas, lorsque ce n'est pas automatisé, c'est que lorsque c'est une personne isolée qui n'a pas de famille ou d'entourage, les signes de maladie mentale et les différentes menaces qu'elle peut représenter contre elle-même ou contre une autre personne ne sont en général pas remontés et en général, le yellow flag n'est pas déclenché pour ce genre de cas. À l'heure actuelle, on ne sait pas si des membres de la famille de Robert Card ou si d'autres collègues militaires ont déjà essayé de tenter une procédure pour restreindre son accès aux armes à feu. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'armurier du coin, à quelques mois avant les faits, refusait de vendre à Robert Card un silencieux. Il avait en fait complété lui-même un formulaire, comme c'est obligatoire dans les armureries de l'État lorsqu'on veut acheter du matériel lié aux armes à feu, et dans ce formulaire-là, il a lui-même indiqué avoir été patient dans un institut spécialisé dans la maladie psychiatrique. Après avoir vu ce formulaire, l'armurier a décidé de ne pas lui vendre ce silencieux, et on peut se dire que c'est plutôt une bonne chose, puisqu'avec ce silencieux-là, peut-être que les coups de feu auraient été moins perçus de l'extérieur, peut-être que l'alerte à la police aurait été donnée beaucoup plus tard, et peut-être qu'il aurait eu le temps de rester beaucoup plus longtemps sur les 2 scènes de crime et de faire encore plus de victimes. On ne sait pas encore si cette affaire aura des répercussions sur le système de yellow flag et de red flag de l'État du Maine, ou plus largement sur la législation sur les armes à feu dans cet État, mais ce qu'on sait, c'est que paradoxalement, depuis qu'il y a eu cette fusillade, il y a eu un pic de vente d'armes à feu dans cette région. Il y a beaucoup de gens qui se sont armés en pensant que si quelqu'un sur place avait eu une arme à feu, il aurait peut-être pu abattre le tueur avant qu'il ne fasse plus de victimes. Si un jour on en apprend plus sur Robert Card et sur ses motivations, j'en reparlerai en vidéo. J'espère que cette première vidéo vous aura intéressé
intéressé, qu'elle vous aura peut-être permis d'en savoir plus sur cette histoire et de mieux la comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus que je proposerai sur cette chaîne, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me suggérer des améliorations. C'est la première fois que je fais des vidéos sur YouTube de ce style-là, je ne sais pas donc tout à fait les codes, mais n'hésitez pas, s'il y a des choses à améliorer, à me les mettre en commentaire, et s'il y a des histoires que vous souhaitez voir sur ma chaîne, plus ou moins récentes, que ce soit des histoires françaises ou de l'étranger, n'hésitez pas à les mentionner, ça peut toujours être intéressant d'en parler en vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt, portez-vous bien.